Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, dans le chat? Bonsoir Cassandre. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ouais. Oui, je te vois, je t'entends. Génial, super. On va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on sache un petit peu à qui nous avons affaire ce soir, en sachant que vous avez fait le bon choix en vous connectant ce soir, étant donné que ce sera le dernier live de conseil qu'on va faire pour la préparation 2023, parce que là, il est vraiment temps de vous y mettre, de continuer si vous avez commencé à réviser, bien sûr, mais de vous y mettre pour les derniers retardataires qui ne s'y seraient pas encore mis à fond. Mais en tout cas, Cassandre, ce soir, va pouvoir vous donner les derniers conseils méthodologiques d'organisation dans ces derniers mois qui vont être cruciaux sur de pré-concours, en fait. Donc, aussi bien pour les écrits, je pense, Cassandre, mais peut-être un petit peu pour les oraux, si on veut voir un petit peu plus loin, parce que ce qu'on tire, Oui, oui, tout à c'est fait. l'admission. Voilà, Tout très à très bien. fait. Parce que voilà, le concours est toujours un ensemble, ça n'a pas changé et on ne peut pas se contenter bien sûr de viser seulement les écrits. Et bien Cassandre, je te laisse la parole. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les posez dans le chat. Si je peux y répondre, j'y réponds. Sinon, je fais la passe décisive et c'est le soir d'ailleurs pour mentionner cette métaphore, si nécessaire à Cassandre. Bon cours, profitez bien. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, on n'est pas très nombreux, mais j'espère que d'autres personnes vont se connecter. De toute façon, cette vidéo, ce cours est enregistré. Voilà, vous pourrez le regarder à nouveau. Alors, au sommaire, je vais vous rappeler, je vais vous faire un petit rappel de l'agenda et des épreuves. Je souhaitais partager avec vous des éléments en lien avec tout ce qui est lié à la motivation et à la mémorisation. Ça, c'est des conseils qui vont vous permettre peut-être de mieux gérer cette dernière ligne droite avant le concours. Et puis, je pense aussi que ça peut vous donner des informations assez intéressantes pour mettre en œuvre, pour proposer des séances au niveau des élèves, alors que ce soit au moment de l'épreuve d'application, puisque vous devez donner des propositions de séances ou de séquences dans l'épreuve d'application selon le domaine que vous avez choisi, et bien sûr sur les épreuves d'oraux en particulier sur la leçon de français et la leçon de mathématiques que vous devez créer. Il est important de proposer des situations motivantes et pourquoi pas proposer des pistes pour aider les élèves à bien mémoriser les leçons que vous leur proposez, pour bien les retenir. Donc, ça va vous donner aussi des informations à ce niveau-là, en dehors de votre problématique de révision qui est actuelle. Je ferai une très brève présentation des 4 piliers de l'apprentissage. Il est important, quand on veut devenir un enseignant du 21e siècle, et je le précise bien, c'est une appellation qu'on peut retrouver dans certains textes et dans certaines conférences que propose le ministère de l'Éducation nationale. Il est important de connaître, d'ailleurs, tout ce que je vais vous apporter sur la motivation et la mémorisation, c'est en lien avec ça. Il est important de connaître les derniers apports des neurosciences. On n'enseigne plus comme on enseignait avant. Alors, il y avait plein de choses qu'on savait de manière, disons, en lien avec le bon sens, mais maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont été prouvées par la recherche et c'est intéressant de le savoir. Et enfin, je vous proposerai un calendrier non exhaustif, bien sûr, parce que tout dépend de vous, pour organiser vos dernières révisions, puisqu'il reste quelques mois seulement. Si vous n'avez pas commencé en septembre, c'est complètement possible, surtout si vous prenez notre proposition de préparation, vous pouvez tout à fait organiser vos révisions pour réussir le CRPE. On a déjà accompagné des candidats sur la dernière ligne droite. Et quelques derniers conseils pour la route. Et je vous laisserai, promis, à 19h30 pour peut-être suivre le match. En tout cas, ça va être mon cas. Je vais essayer aussi de regarder. Voilà. Est-ce que, voilà, il y en a qui sont, je vois, étudiants, d'autres qui sont déjà inscrits au concours CRPE 2023. Est-ce que vous êtes tous inscrits et peut-être dans quelle académie? Ça peut être intéressant de le savoir si vous voulez l'écrire dans le chat pour que je connaisse un petit peu vos différents profils. Alors, à Nantes, très bien. N'hésitez pas à partager avec nous.
Académie de Montpellier, Versailles. Ah bah c'est bien Versailles, c'est sur Versailles que je travaille. Je suis formatrice moi-même dans l'éducation nationale et bien sûr jury de concours depuis plusieurs années. 3e concours, très bien, Grenoble. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous, peut-être, si vous n'êtes pas étudiant, vous avez une autre activité. Donc, vous travaillez la journée, vous avez des enfants. Donc, c'est vrai que c'est important de bien s'organiser dans vos révisions et de soutenir votre motivation, et de faciliter votre mémorisation. Donc, j'espère que mes apports vont vous intéresser et vous aider surtout au-delà de vous intéresser. Alors, à vos agendas, donc les inscriptions sont closes depuis peu. Le ministère de l'Éducation nationale a eu la riche idée de prolonger les inscriptions, mais là, elles sont closes. Ce qu'on sait actuellement, c'est que, ça, c'est des éléments que j'ai repris sur devenirenseignant.com. Premier concours interne, le début de l'admissibilité, c'est le mercredi 22 mars. Concours externe, ça sera à partir de début avril. Les épreuves orales, on n'a pas encore les dates exactes et en plus, elles varient en fonction des académies. Ça sera entre mai et juillet 2023. Pour ce qui est des dates en fonction des académies, il faudra vous rendre sur les sites des académies en particulier, même si en général, sur devenirenseignant.gouv.fr peut-être plutôt, eh bien, vous avez des liens quand les dates sont disponibles. Pour ce qui est des résultats, pareil, hein, ça dépend des académies. Elles seront disponibles sur l'espace de publication des résultats des concours de chacune des académies. J'ai aussi mis à noter, surtout ne l'oubliez pas, alors c'est vrai que nous on le rappelle à nos étudiants et c'est quelque chose qu'on rédige avec eux, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un cours et d'un suivi personnalisé. Vous avez une fiche individuelle de renseignement à remplir. Donc, cette fiche, il faut la déposer. Il ne faut pas oublier de la déposer sur l'espace candidat Cyclades. Cette fiche, elle sera transmise au jury. Donc, nous, on invite vraiment nos candidats à y apporter beaucoup de soins. Elle va soutenir votre épreuve orale sur le moment où vous devrez exprimer vos motivations à devenir enseignant. Ça, c'est vraiment une nouveauté de ce concours qui est très intéressante, mais pour laquelle vraiment pour laquelle il faut vraiment se préparer. C'est les 5 minutes de démarrage qui vont quelque part mettre l'eau à la bouche ou pas du jury. Donc, il faut bien préparer vos motivations. Alors, pour ce qui est des épreuves, hein, on rappelle, vous avez tout d'abord des épreuves écrites. Ce sont les épreuves d'admissibilité, c'est le cap à franchir avant d'aller aux oraux. Vous avez donc le français, coefficient 1, ça dure 3 heures. Donc là, on est vraiment dans une épreuve qui permet au jury de connaître vos capacités dans les notions de français. Donc, on va vous tester sur vos connaissances en orthographe, en grammaire, en conjugaison, en vocabulaire, et on va vous demander de rédiger, de répondre à une question appuyée sur différents textes. Donc, si vous vous inscrivez chez Vocation CRPE, nous, on vous propose des cours en live et surtout des exercices et des concours blancs écrits qui sont corrigés par des professeurs. Donc, ces cours, même si vous vous inscrivez maintenant, ils sont disponibles en replay. Je vous expliquerai tout à l'heure, voilà, si vous vous inscrivez maintenant, vous ne pourrez pas tout regarder, donc il faudra faire une sélection efficace pour être efficiente de ces différentes vidéos. Ensuite, vous avez les mathématiques qui durent également 3 heures, coefficient 1. Alors, vous avez donc 3 exercices qui permettent d'évaluer vos compétences, vos connaissances dans tous les domaines de mathématiques qui s'étalent jusqu'à la seconde, il me semble. Donc là, on teste vos capacités purement mathématiques, hein. Il n'y a pas du tout de pédagogie ni de didactique sur le français et les mathématiques. On vise ici
aussi à recruter des enseignants qui ont les connaissances de base en français et en mathématiques. Donc, chez nous, pareil, hein, sur les mathématiques, on a les cours le mardi, le jeudi pour le français. Et comme je vous disais, ce sont des cours qui sont enregistrés, que vous pouvez regarder en replay si vous n'avez pas pu y assister ou si vous vous inscrivez maintenant. Et la dernière épreuve d'admissibilité, c'est l'épreuve écrite d'application qui dure 3 heures, coefficient 1 aussi. Donc là, vous devez choisir, vous avez, si vous êtes inscrit, choisi votre sujet, votre domaine. Donc, vous avez le choix entre l'histoire, géo, EMC, les arts et les sciences. Alors, si vous voulez me dire dans le chat ce que vous avez choisi, ça m'intéresse. Donc là, on va viser à évaluer vos connaissances dans le domaine que vous avez choisi, mais on commence à aborder les notions didactiques, c'est-à-dire qu'on vous pose des questions en relation avec les documents qu'on vous donne sur des propositions de séances ou de séquences pour des élèves. On vous donne le niveau. Histoire géo EMC, art, très bien, Aurore. Alors, chez nous, en art, nous avons Virginie Gagesh, et puis en musique, c'est Eric qui donne les cours. En histoire géo EMC, nous avons Elsa, Frédéric et Alexandre. En sciences et technologies, on a plusieurs professeurs. Il y a Stéphanie, Fabienne, Stéphane qui donnent des cours. Donc là, ils vous font des cours dans ces domaines-là pour vous remettre à niveau. Vous avez un certain nombre de vidéos pour vous remettre à niveau. C'est ce que je vous dirais tout à l'heure, mais comme si vous ne vous êtes pas encore préparé depuis septembre, moi, je vous invite à cibler en priorité les notions sur lesquelles vraiment vous savez que ça pêche, que vous n'avez pas abordé trop quand vous étiez vous-même à l'école, pour lesquelles vous savez que vous avez le plus de difficultés. Voilà, je vous conseille de cibler ces éléments-là en priorité, que ce soit pour le français ou les mathématiques. Vous regardez rapidement, par exemple, des sujets d'épreuve et vous allez tout de suite voir si vous avez plus besoin, par exemple en français, de vous remettre à jour sur la conjugaison ou de vous remettre à jour sur l'étude de phrases. En mathématiques, est-ce que ça va être plutôt la géométrie? Voilà, donc voilà, je vous invite à regarder des sujets de concours. Sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, vous avez la possibilité, on a fait des cours où nous corrigions Mélina, tu diras si je me trompe, des corrections de sujets de concours. Un certain nombre de professeurs les ont proposés, ils sont sur la chaîne YouTube. Alors là, typiquement, ça peut être un bon exercice pour vous évaluer. Vous pouvez tout à fait regarder le sujet de concours, essayer de savoir ce que vous auriez dit, et puis écouter la correction pour pouvoir voir le décalage et au niveau des attendus. Et ça pourra vous guider dans vos révisions. Pour les cours, est-ce qu'il vaut mieux préparer un domaine? Alors moi, vraiment, là, si c'est maintenant que vous vous posez la question et que vous commencez les révisions, je n'ai qu'un mot, oui. Et un oui affirmatif, vraiment. Choisissez. Choisissez. En effet, c'est vrai, vous faites bien de me le rappeler, c'est vrai que jusqu'au jour J, vous pouvez changer d'avis sur le domaine d'application. Mais moi, je ne vous conseille pas de le faire. On n'enseigne vraiment pas pareil les arts, les sciences et l'histoire géo-EMC. Ce n'est pas la même manière d'enseigner. Donc, au moment où on va vous poser la question de quelle séance vous proposeriez, qu'est-ce que vous feriez avec ces documents-là auprès des élèves, eh bien, si vous n'avez pas révisé une matière, vous pourriez être en difficulté. Parce que la didactique de ces enseignements, la didactique, c'est comment on se sert des savoirs pour les transmettre aux élèves. Même si vous avez les savoirs, vous allez peut-être pêcher un peu sur la façon d'apprendre. Je vais vous donner un exemple. En sciences, par exemple, on va plutôt proposer une situation au départ qui est une situation de recherche, une situation problème. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et en art, voilà, on va travailler de manière différente. Donc vraiment, je vous conseille de vous tenir, de faire votre choix et de vous y tenir. Ensuite, les oraux, eh bien, vous avez 2 épreuves orales plus une épreuve optionnelle. La première épreuve orale, c'est l'épreuve de leçon sur laquelle moi j'interviens chez Vocation CRPE sur le français. Vous avez donc
sur le même moment, on vous donne les sujets de français et de mathématiques. C'est un dossier avec un certain nombre de documents et on vous demande de créer une leçon de français et une leçon de mathématiques. Voilà, j'ai rien d'autre à... Et ensuite, non, pardon, vous allez avoir 2 heures, il me semble, attendez, je re-regarde, ça doit être écrit, oui, c'est ça, je pense, 2 heures pour vous préparer, et ensuite 1 heure avec le jury, pour présenter un quart d'heure pour présenter votre leçon de français et un quart d'heure pour être interrogé, un quart d'heure pour présenter votre leçon de mathématiques et être interrogé. C'est une épreuve éprouvante, hein. Vous avez de la préparation, puis ensuite il faut tenir 1 heure devant le jury. Donc c'est assez difficile, hein. C'est une épreuve qui vous demande beaucoup de résistance. C'est pour cela que chez Vocation, et puis vous voyez, c'est coefficient 4, alors que les autres épreuves écrites, c'était coefficient 1. Et à la fin, on fait le cumul de toutes les notes. Donc, nous, on a vraiment fait le choix, et je vous invite à être sur cette même idée. On a fait le choix de vous préparer depuis le début de l'année sur le français et les mathématiques pour l'épreuve de leçon, parce que autant on peut réviser assez aisément des notions de français, de mathématiques, voire d'histoire, parce qu'on les a déjà connues à un moment dans notre vie scolaire. Il s'agit plutôt de se rafraîchir la mémoire et de se perfectionner, de mémoriser certaines dates, certaines notions, des formules, voilà. Mais la didactique, si vous en êtes à vous préparer au concours, c'est quelque chose de complètement nouveau et il faut du temps pour s'en imprégner. Donc là, dès maintenant, si vous commencez maintenant vos révisions, commencez à réviser les oraux. Et donc, l'épreuve d'entretien, ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'épreuve où vous devez vous faire preuve de votre motivation, appuyer sur la fameuse fiche dont je vous parlais au début. On va également vous interroger sur l'EPS et sur un certain nombre de questions concernant vos connaissances du système éducatif. On va vous proposer des situations concrètes de vie scolaire et de vie de classe pour vous demander comment vous réagiriez. Donc, voilà, pour ces cours-là, nous, on a des cours en live, encore une fois, ou en vidéo que vous pouvez regarder en replay. Et surtout, on vous propose des oraux blancs. Donc, ça, c'est vraiment une manière assez intéressante de réviser et surtout d'évaluer votre progression dans vos apprentissages. Ces oraux blancs, on a fait le choix et l'année dernière, c'était vraiment extrêmement intéressant de les mener. J'en ai mené plusieurs. On met plusieurs personnes ensemble, chacun passe à son tour. Moi, quand je suis donc chargée de ces épreuves-là, je fais le débrief, mais chaque personne présente apporte des éléments sur le débrief de la personne. Et bien évidemment, hein, tout ce qui est concours blanc à l'écrit, oraux blancs, tous ces moments où on vous propose de vous évaluer, vous êtes noté. Comme on est jury de concours, on essaye de vous noter comme on a l'habitude de le faire au concours, sauf que là, pour le coup, vous allez avoir plein de ressources et d'explications sur notre notation et pour progresser si jamais la note est en dessous de ce que vous espériez. Et vous avez bien sûr une épreuve optionnelle que je vous invite à prendre parce qu'elle ne peut pas vous faire rater de points. Alors, si vous êtes vraiment très mauvais en langue vivante, on laisse tomber. Mais si vous avez quelques notions, ça vaut le coup de choisir cette option. Quelques points gagnés, ça peut faire la différence, surtout sur les académies où les places sont chères, hein. On a des académies où il y a peu de places, donc pour lesquelles il faut avoir de bonnes notes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, en même temps, j'y réponds au fur et à mesure sur ces différentes choses. Sinon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Allez, on va y aller. Alors, tout d'abord, quelques éléments liés à la motivation. Voilà, parce que je pense fondamentalement, mais en fait, ce que je pense est appuyé par des chercheurs, par des travaux hein, qui ont montré combien la motivation scolaire, et donc votre motivation dans vos révisions, elle est déterminée par un certain nombre de déterminants, excusez-moi. Mais en tout cas,
elle dépend d'un certain nombre de choses. Et si vous, de votre côté, vous ne creusez pas vos motivations à devenir enseignant, eh bien, vous passeriez à côté de peut-être quelque chose qui pourrait soutenir cette motivation. Et cette motivation, si vous arrivez à la soutenir tout au long de vos révisions, eh bien, elle va déclencher dans votre cerveau un certain nombre de processus chimiques qui vont faire que eh bien, vous serez plus performant dans vos apprentissages. Votre cerveau apprendra mieux. Donc, je vous invite vraiment à écouter tout cela et à vous pencher pendant un petit moment sur vos motivations à passer ce concours. L'idée, c'est que votre motivation, elle va dépendre d'un certain nombre de croyances que vous avez à votre sujet. Alors, tout ce que je vous dis, ça marche aussi pour les élèves et quand vous serez enseignant ou même si jamais vous échangez avec le jury, vous pouvez tout à fait évoquer ces éléments-là, hein, des élèves qui seraient en difficulté scolaire, par exemple. Bien, il faut savoir que ils se sont auto-persuadés qu'ils étaient mauvais et quoi qu'il se passe, quoi qu'on puisse leur proposer, ils vont se retrouver systématiquement en difficulté. Et il peut être intéressant pour vous et pour les élèves eh bien, d'essayer de déconstruire ces représentations que vous avez de vous-même sur vos capacités. Par exemple, j'imagine que sur les différents domaines que vous avez à réviser, français, mathématiques, et je vais donner l'exemple des sciences, vous pouvez peut-être vous dire, bah, tiens, je ne suis pas très bonne, je sais qu'à l'école, ce n'était pas terrible pour moi, les mathématiques. Bah, je vous invite à essayer vraiment de déconstruire ça, à faire un peu de sophrologie, à essayer de vous donner des images mentales pour que cette matière que vous n'aimiez pas trop devienne plutôt un objectif plutôt qu'un poids. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Hein. Tant que vous allez subir vos révisions, eh bien, vous allez certainement quand même arriver à réviser parce que vous êtes devenu adulte, parce que vous savez comment réviser, vous vous connaissez. Mais disons que si vous faites ce petit travail sur vous-même en essayant de vous motiver et de vous dire que vous allez être capable de réviser les mathématiques, par exemple, parce que c'est souvent ça hein, qui peut faire peur, et de vous auto-convaincre que vous êtes capable parce que vous avez les outils nécessaires. Alors, si vous êtes chez Vocation, c'est vrai que vous êtes davantage soutenu. Eh bien, votre cerveau va accueillir de manière bien plus féconde les apprentissages que vous allez lui mettre à l'intérieur. Voilà, je pense que sur cette slide, je vous ai dit un petit peu tout ce qui était important. C'est vrai que ce que j'ai mis en bleu, c'est une de nos forces chez Vocation Cercueil, une notion de proximité qui est assez importante. Nos conseillers pédagogiques, nos responsables pédagogiques et les différents professeurs essaient vraiment de vous soutenir tout au long du parcours. Je reçois régulièrement des mails de l'INA, par exemple, qui nous disent, voilà, telle personne, elle a eu telle note, elle aimerait davantage comprendre, donc on lui répond. On est vraiment à l'écoute de chacun des candidats, en tout cas. Vous voyez, alors je vous ai mis quelques témoignages, hein, je ne mens pas. Alors c'est sûr que voilà, là il y en a que 2, mais on a de nombreux autres. Mais ceux-là, je les ai choisis parce qu'on voit que la motivation, le fait de se sentir soutenu, a été important pour eux, a été voilà peut-être le petit plus qui fait qu'ils ont réussi ce concours. Alors, pour ce qui est de la motivation, sachez-le, il y a 2 sortes de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Pour faire simple, tout ce qui est motivation intrinsèque, c'est ce qui vient de soi. C'est les raisons qui vous poussent à agir. C'est les raisons qui vous poussent profondément à vous engager dans ce concours. Et si cette motivation, elle est en lien vraiment à une réelle volonté de devenir enseignant, alors là, pour le coup, on peut avoir toutes les raisons qu'on veut, hein, mais si en tout cas elles vous sont propres, eh bien, clairement, vous aurez davantage d'appétence à réviser et votre mémorisation n'en sera
que meilleur. Donc, réellement, essayez en plus, ça vous préparera à la dernière épreuve, même si c'est une épreuve orale, mais là, je vous invite, alors peut-être après le match de foot, mais je vous invite à prendre une feuille et à écrire vos motivations à devenir enseignant, à creuser ce qui vous plaît dans ce métier, les représentations que vous en avez. Je vous assure que ça ne vous fera pas perdre de temps sur vos révisions. Ça va vraiment vous mettre dans une démarche positive qui va vous mettre en lien avec voilà, ce que vous avez de plus profond en vous. Alors que la motivation extrinsèque, alors c'est une motivation qui peut fonctionner, mais elle est un peu moins percutante, je dirais. C'est une motivation qui va être plus en lien avec l'objectif à atteindre. Je veux le concours, je veux une bonne note. Et si on ne pense qu'à ça, eh bien, c'est un petit peu moins fécond, un peu moins positif que la motivation intrinsèque, que de se dire je veux devenir enseignant, je veux enseigner auprès des élèves, je veux transmettre, je veux aider les élèves à réussir, je veux participer à ce grand métier qui est l'école. Voilà. Donc voilà, je vous invite à creuser vos motivations, ça peut être tout à fait bénéfique pour vos révisions. Je rajoute encore un élément, parce que ces éléments-là, c'est intéressant pour vous de les connaître et si vous avez l'occasion de discuter avec le jury, vous pourriez tout à fait, même dans votre présentation, évoquer ces termes-là. Là, quand je dis motivation intrinsèque, extrinsèque, c'est des termes que vous pouvez utiliser au niveau du jury, ça vous démarquera du lot. Et cette idée aussi de perception de compétences et d'autodétermination, c'est vrai que en dehors de la motivation intrinsèque et extrinsèque, la perception de sa compétence, elle est importante. C'est-à-dire, je vous invite également à écrire, ça va aussi préparer vos oraux, en quoi vous vous sentez compétent, pourquoi, voilà, vous inscrivez dans cette démarche de devenir enseignant. Quelque part, il faut que vous ayez le sentiment que vous avez des choses déjà en vous qui vous amènent à venir ici, au-delà de votre motivation à vouloir le devenir, que vous avez déjà développé des compétences. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande de faire au niveau de l'oral, en ce sens, peut-être par vos différents métiers ou au cours de vos études. Voilà, c'est important que dès maintenant, vous ressentiez que vous vous sentiez légitime à devenir enseignant. Ça va donc concourir au fait que vous serez plus efficace au niveau de vos révisions. Il y a également le sentiment d'autodétermination. Ça, c'est le fait d'avoir l'impression que vous êtes à l'origine de vos propres choix, de votre activité, de vos choix dans vos révisions, par exemple. Et ça, c'est important dans le fait de, nous par exemple, c'est ce qui va nous déterminer dans notre façon d'interagir avec vous, parce que vous êtes des adultes, on ne s'adresse pas à des adultes comme à des enfants, mais même d'ailleurs avec les enfants, hein, c'est important. Il est important quand on s'engage dans un travail comme ça de révision, eh bien, d'avoir le sentiment d'avoir des choix et de pouvoir avoir une action et de ne pas être dans une sorte de passivité face à vos révisions. Donc, ça veut dire que, voilà, si vous vous engagez maintenant, le fait là, je vais vous donner des conseils sur la fin de ce cours sur l'organisation au niveau des différents mois au niveau des différents mois qu'il vous reste. Voilà, c'est des propositions, mais n'hésitez pas à vous autodéterminer dans ces choix en fonction justement de vos compétences, de vos appétences, de là où vous sentez que vous avez le plus besoin. L'adulte et l'enfant ont besoin à certains moments de faire des choix. Nous, c'est la raison pour laquelle chez Vocation, eh bien, on vous propose des replays. Comme ça, vous avez la possibilité soit de nous suivre en direct ou bien de nous suivre à un autre moment. Quelque part, ça concourt avec le fait de vous rendre actif dans ce parcours de révision du CRPE.
Voilà, c'est une petite slide pour vous présenter les deux personnes qui accompagnent les candidats en parallèle des professeurs tout au long du parcours jusqu'au concours. Lina et Marianne sont voilà, toutes les deux là pour soutenir votre motivation et vous aider vraiment dans votre perception que vous avez de vous et dans votre capacité à réussir ce concours. Alors maintenant, je cherche ma bouteille d'eau, mais je ne la vois pas, je ne l'ai pas prise. Pardon. Maintenant, on va parler de la mémoire. Donc, pour ce qui est de la mémoire, alors ces éléments-là, hein, c'est important de les connaître pour vos révisions. Mais également pour le travail auprès des élèves. Donc, c'est des éléments, c'est bon de les connaître pour vous aider notamment à proposer des évaluations et surtout un système de travail en amont des évaluations que vous proposez aux élèves. Alors, je regarde un petit peu. Voilà, je regarde un petit peu ce que vous mettez dans le chat, pardon. Donc, on a un certain nombre de mémoires. On va dire que les deux grandes familles de mémoires, si on devait les ranger, ce serait la mémoire explicite, c'est-à-dire que c'est la mémoire dont j'ai conscience. Donc, dans cette mémoire-là, on a la mémoire épisodique, la mémoire de travail et la mémoire sémantique. Et puis, il y a une mémoire implicite dont on n'a pas conscience quand elle s'opère et qui se fait de manière automatique. Donc là, on range dans cette case la mémoire perceptive et la mémoire procédurale. Alors, je regarde si j'ai mis non, je vais rester là-dessus. Pour ce qui est de la mémoire perceptive, c'est la mémoire qui permet de transformer les informations perçues par nos sens en signaux chimiques. Et ça va vers notre cerveau. Donc, vous comprenez bien que celle-ci, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne s'en aperçoit pas nécessairement, elle se fait de manière automatique. Pour ce qui est de la mémoire épisodique, c'est celle qui concerne les souvenirs. Vous savez, quand on dit « j'ai l'impression que je ne me souviens plus, que j'ai oublié », bien ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Elle est souvent liée aux émotions positives ou négatives. C'est vrai que quand on se souvient beaucoup plus d'un événement avec lequel qui est associé à une émotion forte, positive, ou malheureusement à une émotion négative. Donc, je vous invite quand vous avez des révisions à faire sur des domaines, sur une notion que vous jugez particulièrement difficile pour vous, eh bien peut-être d'y associer à un moment dans vos révisions, peut-être à la fin ou au début, quelque chose de positif. Par exemple, de manger une excellente tarte au citron meringuée, si vous en êtes friand comme moi. Voilà, ça associera, c'est très étrange, mais ça peut fonctionner, ça associera vos révisions, ce moment de révision, à quelque chose de très positif et peut-être que votre cerveau, enfin certainement que votre cerveau, quand ça sera le moment d'aller rechercher cette information, eh bien, il ira à l'endroit où vous y avez associé la tarte au citron. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. Donc voilà, cette mémoire épisodique. Il y a la mémoire de travail. Alors celle-ci, elle est très importante et on y pense beaucoup quand on enseigne auprès des élèves. C'est vraiment la mémoire qui est sollicitée à l'école, qui est sollicitée pour vous au moment où vous faites les révisions. C'est vraiment une mémoire de traitement. C'est le travail que votre cerveau fait au moment où vous apprenez. C'est pas quelque chose c'est pas la mémoire qui est en lien comme la mémoire épisodique. C'est pas une mémoire de stockage. Hein. C'est vraiment ce dont vous avez besoin dans votre cerveau au moment où vous révisez ou au moment où les élèves travaillent. Donc, celle-ci, elle est très importante parce que elle est assez courte, elle est assez fugace. C'est la raison pour laquelle, notamment quand vous révisez, je vous invite à faire des pauses, on en parlera tout à l'heure, à prendre des notes ou faire des cartes mentales au fur et à mesure, parce que cette mémoire-là, elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être soutenue par de l'écrit. Et quand on est enseignant, c'est une mémoire qui sollicite, par exemple, de donner des consignes très explicites au niveau des élèves afin de soutenir cette mémoire de travail, de leur faire des feedbacks
tout au long du travail qu'on propose aux élèves parce que voilà, cette mémoire, elle se fatigue vite. La mémoire, alors c'est une mémoire à court terme, vraiment, hein, donc voilà, elle a besoin d'être remobilisée régulièrement. Pour ce qui est de la mémoire sémantique, elle est liée aux connaissances sur le monde et sur toi. Alors ça, c'est plutôt tout ce qui est mémoire à long terme. Donc, on va dire que là, vous n'êtes pas nécessairement en relation avec cette mémoire-là, mais c'est vrai que c'était important que je vous en parle quand même. Et enfin, la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est celle qui stocke toutes les choses dont on n'a pas conscience, mais qu'on fait de manière automatique, comme conduire, comme voilà, quand on met la clé dans sa porte, ben voilà, on n'y a pas pensé à l'avance nécessairement. C'est des choses automatiques qu'on a stockées de manière voilà, tout au long de notre vie. Je regarde un petit peu si je ne voulais pas, voilà, si je n'ai rien oublié. Pour conclure sur tout ce qui est mémoire, il faut savoir que toutes ces mémoires-là, elles fonctionnent simultanément et en interaction, que c'est important de connaître ces modèles-là pour construire judicieusement votre parcours d'apprentissage. Mais il va être important également de connaître, et c'est la slide d'après, et on va s'arrêter là sur vraiment la théorie sur la mémoire, de comprendre qu'il y a 3 phases quand vous apprenez. Le moment où vous allez encoder l'information, le moment où l'information que vous avez encodée au moment de vos révisions, elle va se stocker. Et puis, le moment extrêmement important où vous allez devoir aller rechercher l'information que vous avez stockée. Et ça, c'est important de le savoir parce que tous ces éléments-là, ils doivent se travailler de manière efficiente. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment, on pense parfois, non, moi, j'aime pas trop les cartes mentales. Pourtant, ça favorise la récupération. Les cartes mentales, je vous invite à les réaliser. Une fois que vous avez révisé, vous réalisez votre carte mentale, c'est-à-dire tout ce dont vous vous souvenez sur ce que vous venez de travailler. En gros, il faut y apporter plusieurs couleurs, une couleur par sujet dans ce que vous avez révisé, et d'y apporter plusieurs branches, hein, comme vous le voyez. Par exemple, si vous travaillez sur un point historique, Louis XIV, par exemple, eh bien, vous allez peut-être réfléchir, vous allez peut-être faire une branche sur les différents, sur ses relations avec les pays étrangers, sur ses relations avec la cour, sur les artistes qu'il a mis à l'honneur à cette époque, sur les avancées, sur l'architecture qu'il a amenée, sur la vie à la cour. Vous voyez, ça va faire différentes branches et ensuite vous ajoutez les informations que vous connaissez. Donc ça, c'est la première étape dans la construction d'une carte mentale. La deuxième étape, c'est de relire votre cours. Donc ça, vous l'avez fait sans relire le cours. La deuxième étape, c'est de relire votre cours rapidement et de voir tout ce dont tout ce que vous avez oublié. Et il va falloir le rajouter. Mais pour que le stockage se fasse de la bonne manière, si vous vous contentez juste de le rajouter avec un mot, ce n'est pas ce qui est le plus efficient. Ce qui est le plus efficient, c'est de le rajouter avec un mot. Mais si vous le pouvez, d'y associer un petit truc, alors je ne sais pas trop comment dire, mais un petit truc mnémotechnique. Ça peut être un petit dessin, ça peut être un petit smiley, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait penser, quelque chose qui pourrait traduire la notion que vous avez oubliée. Parce que le fait de faire ce petit dessin, alors excusez-moi, hein, je vous fais un cours là sur les différents aspects de la mémorisation, etc. Mais moi-même, je ne suis pas chercheuse en mémoire. Je vous transcris simplement ce que j'ai lu de la recherche. Puis on n'a qu'une heure, donc je ne vais pas trop déborder sur les éléments scientifiques. Mais en tout cas, ça favorise ensuite le stockage. Ça va être un stockage secondaire puisque vous ne l'aviez pas stocké dans un premier temps, puisque c'est quelque chose que vous rajoutez une fois que vous avez relu le cours. Mais le fait de faire ce petit dessin, ce petit schéma, ce petit smiley va favoriser le fait qu'il
s'accroche dans votre cerveau. Ne remangez pas une tarte au citron derrière, hein. Là, ça serait trop. Je ne veux pas que vous preniez trop de kilos à l'issue de vos révisions. Surtout que vous devez faire l'épreuve de natation. Donc, non, je plaisante. Ça nous fait du bien aussi de réviser. Voilà pour ce qui est de la carte mentale. Sachez-le, la carte mentale est un outil préconisé du cycle 2 au cycle 3. C'est également un outil qu'on peut faire avec les élèves au cycle 1, mais pour le coup, c'est vous qui allez le faire avec eux, pourquoi pas. Et si vous proposez en évaluation, en préparation à l'évaluation, par exemple à la fin d'une leçon en histoire, en sciences ou en art, vous pourriez tout à fait proposer en fin de séance de reprendre les différents aspects qui ont été vus tout au long de la séance avec vos élèves. Ça peut être votre trace écrite, votre temps d'institutionnalisation, de commencer une carte mentale avec eux qui sera continuée tout au long de la séquence d'apprentissage. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez faire une carte mentale commune à tout le monde avec vos élèves. Je vous invite plutôt à dire que, par exemple, en prérequis, parce que quand on propose une séance, il faut toujours citer les prérequis, c'est-à-dire ce que les élèves doivent savoir déjà faire ou ce que les élèves doivent savoir connaître déjà avant votre séance. Je vous invite à spécifier que la construction d'une carte mentale aura été vue dans des précédentes séances et donc d'amener plutôt les élèves au moment de l'institutionnalisation à se créer leur propre carte mentale sur leur cahier ou sur une fiche dédiée. Voilà les règles d'or sur la carte mentale. Je pense que j'ai dit la plupart des choses juste avant. Je regarde un petit peu, mais vous pourrez réaccéder à ce cours et à cette slide sans problème. Vous voyez, l'utilisation des pictogrammes, des dessins, des photos permet d'illustrer ces idées et favorise le stockage. Vous avez des outils numériques que vous pouvez utiliser pour produire des cartes mentales. C'est tout à fait accessible. Il y a des générateurs de cartes mentales sur Internet qui sont tout à fait gratuits. Un autre élément qu'il est important de connaître pour réviser le mieux possible, c'est la technique du multitasking. D'autant plus que peut-être il vous reste, vous commencez seulement maintenant les révisions, il va falloir être efficace. Donc, ces fameuses leçons que vous avez préparées, révisées, qui ont fait l'objet d'une carte mentale ou d'une fiche. Attention, pareil pour la fiche. Ne faites pas une fiche tout au long de votre révision en réécrivant tout. On apprend et on fait sa fiche après. Et on rajoute ce qu'on a oublié avec le petit dessin qui favorise le stockage. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut organiser les révisions. Vraiment, je vous invite à ne pas recopier, à vraiment partir de ce dont vous vous souvenez pour produire votre fiche. Donc, il va être important de revoir les différentes notions que vous allez réviser. Donc, il est important du coup d'utiliser une technique. Alors, peut-être qu'avec le temps qu'il vous reste, vous n'allez pas être aussi précis que ce que je vous propose là à l'écran. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, ce qui va favoriser la mémorisation, c'est le fait de reprendre, de se réinterroger sur les notions que vous avez apprises. Donc, admettons, pendant une semaine, vous avez réalisé un paquet, c'est ce que j'appelais paquet, un certain nombre de paquets de fiches ou un paquet de révisions. Eh bien, ces paquets-là, il faudra, vous voyez, le paquet numéro 1, il faudrait le revoir 2 jours après. Et ensuite 6 jours après cette première révision. Donc, vous voyez, parce que je vais vous inviter vraiment à réaliser un rétro-planning de vos révisions, le fait de savoir cet élément-là, ça vous incite, et j'espère que vous allez en prendre conscience, ça vous incite à ajouter dans vos révisions des temps où vous allez reprendre les leçons, les domaines que vous avez appris préalablement. Donc, en termes de timing, en fonction de là où vous en êtes de vos révisions, vous allez peut-être devoir faire l'impasse sur un certain nombre de révisions. Là, vous voyez, le paquet 1, vous êtes censé le revoir 4 fois derrière la première fois où vous avez appris les différents éléments que vous avez révisés le premier jour.
mais en tout cas, si vous percevez que vous devez étaler de manière de plus en plus, vos révisions de plus en plus de manière espacée, ça va être un plus. Ce que je vous invite à faire peut-être, si vous avez des choix à faire parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est peut-être de favoriser ce multitasking davantage sur les domaines qui sont le plus problématiques pour vous. Par exemple, je vous invite à utiliser cette technique-là plutôt peut-être dans un premier temps sur tous les domaines liés à l'écrit, sur les épreuves écrites, puisque c'est celles qui vont arriver le plus vite. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Si vous avez des questions sur cette mais vous avez compris l'idée, en tout cas. Ce qui favorise également énormément l'apprentissage et surtout la mémorisation, c'est le fait de faire des quiz. Alors, c'est vrai que nous, chez Vocation CRPE, on propose des quiz régulièrement à nos candidats. Alors, on n'en propose pas trop non plus parce que on se perd après. Hein. Il ne faut pas non plus se perdre dans tout ce qu'on a à faire. Mais je vous invite, pourquoi pas, à vous mettre à plusieurs si vous avez des camarades qui… voilà, j'ai vu que certains d'entre vous étaient étudiants. N'hésitez pas à vous mettre à plusieurs et à vous dire, voilà, allez, on se répartit les sujets et on crée des quiz pour les uns et les autres. Alors, vous avez des outils numériques, c'est ce que vous voyez à l'écran, mais vous pouvez également le faire sur une feuille. Et voilà, le fait de préparer le quiz va vous faire réviser. Et donc, vous pourrez réviser grâce au quiz des autres. Ça, c'est vraiment, si vous êtes entouré de plusieurs personnes qui font le concours, c'est une manière très, très efficace de réviser, de créer des quiz et d'y répondre. Ah, on me redemandait, pardon, les différentes mémoires. Donc, mémoire explicite, c'est épisodique de travail et sémantique, et mémoire implicite, c'est perceptive et procédurale. Oups, pardon. Une technique qui peut grandement vous aider pour réviser et surtout pour mémoriser, c'est la technique du Pomodoro. Pomodoro comme la forme d'une tomate parce que l'idée, c'est de se chronométrer, de suivre un timing assez serré, assez bien organisé et qui ressemble donc à une tomate. Donc, l'idée, c'est voilà, en fait, plus vous allez avoir des techniques que vous allez suivre et rester sur ces techniques-là, vraiment, plus votre cerveau il va s'habituer à votre technique d'apprentissage et mieux vous allez apprendre. Si vous y prenez toujours d'une manière différente, votre cerveau, il va réussir à apprendre, mais vous serez moins efficient. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs étapes dans une session d'apprentissage. Une première étape qui est importante où vous allez choisir la tâche sur laquelle vous allez travailler et vous allez vous faire une to-do list. Voilà, pendant ce temps-là, pendant ce moment que je m'accorde, je veux travailler ça, ça, ça et ça. Vous faites une to-do list. L'étape 2, vous réglez le minuteur, donc le Pomodoro, et sur une session de 25 minutes. Et là, il est important de préparer une feuille pour bien suivre les tâches et les progrès que vous avez accomplis. Donc, n'hésitez pas à écrire au fur et à mesure ce que vous avez réussi à faire ou à cocher votre to-do list. Vous voyez, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de motivation. Le fait de vous récompenser en voyant que vous avancez dans vos révisions va créer des éléments chimiques dans votre cerveau en lien avec les endorphines, par exemple. Vous allez voir que vous avancez et c'est très positif pour retenir les informations que vous apprenez. C'est-à-dire, vous voyez que vous avancez. Plutôt que de voir ce qui vous reste à faire, vous listez ce que vous avez déjà appris pendant ces 25 minutes. L'étape 3, bien sûr, ça va être de vous concentrer sur votre tâche et vraiment de ne rien faire d'autre. Il faut vraiment fermer vos téléphones à ce moment-là et être vraiment à fond sur le travail. L'étape 4, elle est bienvenue, c'est une pause de 5 minutes. Et là, vraiment, c'est une vraie pause. C'est-à-dire qu'on essaye de ne plus penser à ce qu'on était en train de faire et on donne du plaisir
au cerveau sur ce qui vous plaît le plus. Certains, ça va être de méditer, de boire un café, d'aller regarder son téléphone et de cocher, de regarder ses mails. D'autres, ça va être de faire du sport. En tout cas, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir pendant ces 5 minutes et de le faire systématiquement. Et ça, vous allez le faire pendant 4 fois. En fait, l'idée, c'est de faire 4 sessions de travail dans ce moment de Pomodoro et d'avoir cette succession d'étapes. Je me note ce que je dois faire, je me coche ce que je révise, je coupe tout, je fais une pause. Et on arrive à la fin. Félicitations, vous avez terminé votre étape. Donc, vous voyez, là, vous avez révisé pendant environ, oui, c'est ça, 25 minutes fois… non, là, je vous dis une bêtise, pardon. Non, je vous disais que… Oui, voilà, c'est ça. Après 4 sessions de travail, pardon, je vous prie de m'excuser, vous octroyez une pause un peu plus longue. Voilà, les 3 premières pauses vont faire que 5 minutes et la dernière pause fera 15 minutes avant la dernière session de travail. Voilà, vous prenez… en tout cas, ça, c'est une technique. Si vous avez quelque chose à retenir parce que, rappelez-vous, l'autodétermination est importante. Cassandre, elle nous dit de faire d'une certaine manière, mais moi, j'aime bien faire à ma façon. Et vous vous connaissez mieux que je ne vous connais. Essayez en tout cas, si vous avez des choses à garder, ça serait… Je révise et je coupe tout, je me note ce que j'ai à faire, je vois que j'avance, ça c'est très très bénéfique pour le cerveau, et je fais des pauses durant lesquelles je fais quelque chose qui me fait plaisir. Je voulais partager avec vous des exemples de fiches que j'ai trouvées sur Internet. Je vous ai partagé mes références, bien sûr. Quand je prends des choses sur Internet, quand même, je nomme. Voilà, il y a des fleurs aussi. Il y en a qui sont vraiment très, très doués. Alors, je voulais vous parler rapidement des 4 piliers de l'apprentissage. Je vous invite… Alors, Cassandre, excuse-moi de te couper, tu as une question pardon. de Marie qui te demande combien d'heures faut-il travailler maximum par jour? Alors, je dirais que… par jour, c'est peut-être plutôt par semaine. Tout dépend de votre activité, Marie. Si vous travaillez, ça va être compliqué pour vous de travailler plus d'1 heure et demie, 2 heures max le soir. 1 heure et demie, peut-être, ça peut être bien. Je vous invite, peut-être, si vous décidez de travailler le soir après le travail, à vous octroyer un soir dans la semaine où vous ne travaillez pas. Ça peut être en milieu de semaine, le mercredi. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai repris mes études aussi. J'ai passé un master il y a 2 ans, enfin pendant 2 ans, à côté de mon travail. Donc, je sais ce que c'est de travailler, d'avoir les enfants et de réviser. Malgré tout, j'étais obligée de travailler le soir pour avancer. Et le week-end, là, pour le coup, essayez de vous octroyer 2-3 bonnes heures, surtout si vous commencez maintenant. Je ne veux pas vous mentir, il y a quand même un certain nombre de révisions à fournir, d'apprentissage à faire. Donc, 1 heure et demie le soir, 2 heures si vous avez le courage, et 3 heures le samedi et 3 heures le dimanche. Ce n'est pas obligé que ce soit consécutif le week-end. Vous pouvez très bien vous lever avant tout le monde et travailler 1 heure et demie, et puis le soir, de vous y remettre. Moi, je vous invite quand même à travailler le samedi et le dimanche plutôt que de tout condenser le dimanche. Ça peut être, je pense que c'est plus efficace et moins fatigant. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Peut-être, Lisa… ce qu'on peut se dire peut-être, c'est de se dire, voilà, il y aura un soir où j'apprends, parce que vous êtes obligé d'avoir des jours où vous apprenez. Alors, si vous êtes chez Vocation, ça peut être un soir où vous n'avez pas cours, par exemple. Et puis, peut-être après un cours en live, si vous êtes chez Vocation, ou l'autre, le lendemain, être plutôt sur des révisions, sur le multitasking dont je vous parlais, sur des révisions de cours que vous avez appris précédemment. Vous pouvez faire une alternance comme ça d'apprentissage et de révision.
Les 4 piliers de l'apprentissage, je vous invite, alors j'avais prévu une vidéo, mais on ne va pas la regarder, vous aurez le lien, de toute façon, vous tapez les 4 piliers de l'apprentissage. C'est important de les connaître pour ce concours, je trouve. Stanislas Dehaene, qui est un grand chercheur, qui a énormément travaillé pour l'éducation nationale ces dernières années, en a vraiment beaucoup parlé et c'est important de le connaître, ce monsieur. Bon courage, Lisa. Il y a l'attention, l'engagement actif, le retour sur l'information, l'erreur et la consolidation. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez favoriser votre attention quand vous révisez, vous engager de manière active et c'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas être passif, il faut vraiment, même si vous êtes chez Vocation CRPE, vous organiser en fonction de tout ce qu'on vous donne de manière individuelle et voilà, être actif dans vos révisions. Le retour sur l'information et l'erreur, là pour le coup, en classe, c'est très important pour les élèves de leur faire régulièrement des feedbacks quand ils travaillent. Ça soutient leur motivation au travail. Pour vous, là, dans vos révisions, le fait de réviser, c'est un retour sur l'information. Le fait de faire des quiz, c'est un retour sur l'information. Et le fait, bien sûr, par exemple, chez Vocation de CRPE, de faire des concours blancs, des exercices blancs, c'est une bonne manière de faire un retour sur votre information. Nous, on fait en plus des cours où on revoit, où on fait la correction en live ou enregistré des exercices qu'on envoie aux candidats. Et la consolidation, eh bien, c'est le fait de réviser régulièrement et de consolider l'information grâce au multitasking dont je vous parlais, c'est-à-dire de réviser de manière expansée dans le temps. Alors là, c'est la petite vidéo dont je vous parlais. Vous tapez les 4 piliers de l'apprentissage et vous allez tout de suite. Allez, amusons-nous un peu. Juste, cette vidéo, elle est très, très courte. Si vous l'avez déjà vue, je vous invite à ne pas faire de spoil, de ne pas spoiler. Je vais vous demander de compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. Vous allez avoir 2 équipes et je vous demande de compter le nombre de passes que se font les coéquipiers de l'équipe en blanc. Allez-y, je lance la vidéo, vous comptez et ensuite vous mettez sur le chat combien vous avez compté de passes. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Alors, combien de passes avez-vous compté? 14, 10, 15, 13, 14. OK. Alors, on va voir la solution. The correct answer. C'était 15. J'ai une autre question pour vous. This is a test of selective attention. Hop, je vais l'avancer un petit peu. Daniel Simons and Christopher. This video is from... Voilà. But mais did you see the gorilla? Aviez-vous vu le gorille? Alors, dites-moi dans le chat si vous aviez vu le gorille. Oui ou non? Non. Ben non. Et vous le voyez là? Vous vous rendez compte à quel point il passe en plein milieu? This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris. J'espère ce soir après le match. Bravo Marie, il vous a perturbé, vous avez peut-être mal compté. Alors, c'était juste une petite blague. C'est une vidéo qu'on nous a montrée dans mon master quand on nous a parlé de tout ce qui est attention. En fait, c'est pour vous expliquer que l'attention, elle est sélective et qu'elle se travaille, l'attention, et qu'elle se focus sur ce qu'on nous demande de travailler. Et que si y a une mouche qui passe, si notre cerveau il est pas suffisamment focus, la mouche, elle nous perturbe. Donc, je vous invite vraiment, quand vous révisez, à vraiment tout couper.
et à vous mettre au calme pour travailler. Votre attention, elle a besoin vraiment d'être focus. Voilà. Donc, voilà, le cerveau fonctionne comme ça avec une attention sélective. Il y a plein de vidéos comme ça, hein, si vous tapez attention sélective. Il y en a d'autres encore plus incroyables où carrément dans une pièce, on regarde une pièce. Mais non, mais je vais rien dire. Je vais vous laisser la chercher parce que sinon, c'est un spoil et ça serait trop dommage. Mais il y a des vidéos assez incroyables. Alors, pour organiser les révisions, voilà, c'est des conseils, hein, mais c'est vrai que je ne peux vraiment pas dire, je ne peux pas vous donner un rétro-planning qui puisse convenir à chacun. C'est des conseils que je vous donne. Je pense que quand même là, on est au mois de décembre. Je vous invite à vous cibler sur les écrits pendant un bon moment jusqu'en janvier. Ciblez les écrits de décembre à janvier. Si vraiment vous commencez maintenant. Parce que malgré tout, c'est ce qui va arriver le plus vite. Et comme vous avez pris du retard, il est nécessaire de le combler. Donc, n'allez pas commencer à réviser les oraux. Hormis cette partie motivation dont je vous parlais, que là, je vous invite à faire même d'ici ce week-end, qui va être très importante et bénéfique pour votre cerveau. Voilà, je vous invite à quand même travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une séance et une séquence d'apprentissage. Ça va vous aider pour les oraux, mais de toute façon, ça vous sert pour l'épreuve d'application, puisque l'épreuve d'application, on vous demande de concevoir des éléments en lien avec les élèves. Donc, c'est important de savoir ce que c'est qu'une séance ou une séquence. J'ai fait un cours gratuit, je crois. Je m'embrouille un petit peu entre les cours gratuits ou pas, sur la place de la maternelle. Oui, je crois bien, Mélina. Et dans ce cours, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, je parle de ce qu'est une séance. Et donc, cette séance-là, elle vaut du cycle 1 au cycle 3. Donc, vous pouvez aller la regarder. Il est important dès maintenant de comprendre ce qu'est un document pédagogique, c'est-à-dire les documents qu'on va vous donner à l'épreuve d'application à consulter. Et voilà, tout au long du mois de janvier, à continuer vos révisions en français, en mathématiques et sur l'épreuve d'application. Mais bien sûr, il va falloir… alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, si vous vous inscrivez maintenant chez Vocation CRPE, on vous donnera des conseils sur les cours à regarder en priorité parce que c'est vrai que vous allez vous retrouver avec beaucoup de cours qui ont été déjà enregistrés. Donc, on vous donnera des conseils individualisés par rapport à ces différents cours disponibles en replay. Voilà, je vous ai remis ensuite par mois les conseils que je pourrais vous donner. Bien sûr, de continuer les révisions sur le français, les maths et l'épreuve d'application. Et en février, de commencer à réviser les oraux, la leçon de français et de mathématiques. Et ensuite, voilà, on va continuer sur cette lancée-là à partir du moment où vous aurez, en février, vous aurez commencé toutes les matières en février. Voilà, décembre, janvier, on reste sur le français et les mathématiques, épreuve écrite et épreuve d'application. Et à partir de février, vous ajoutez la didactique en français et mathématiques. Je regarde encore ce que je vous avais mis. Voilà, en mars, vous pouvez commencer à réviser l'EPS et le système éducatif. Voilà, je pense que tout ce qui est écrit sur la slide, je n'ai pas besoin de le redire à l'oral. Si peut-être ce que je vous ai mis en avril, je vous invite à faire des annales corrigées en français et en mathématiques et en mai-juin, de vous entraîner à l'oral de leçons en français et en mathématiques. Nous, les oraux, on les prépare… les candidats peuvent s'inscrire dès le mois de février et on peut les préparer jusqu'au mois de mai dans les fameuses sessions sur les oraux dont je vous parlais, et on a des concours blancs tout au long de leur parcours. Voilà, dernier conseil pour terminer ce Zoom. Vous ne vous référez qu'à EduSchool, ça c'est très important au niveau du jury et pour savoir ce que vous devez réviser. Vous devez avoir des connaissances sur les programmes et leur articulation, le socle, les compétences, les connaissances, les attendus.
Je vous invite à vous faire des fiches sur le vocabulaire spécifique en pédagogie et en didactique. Par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, l'erreur, qu'est-ce que c'est que la gestion de l'erreur, la trace écrite, l'institutionnalisation, qu'est-ce que c'est qu'un étayage. Ça, c'est vrai que c'est des mots sur lesquels nous, chez Vocation CRPE, on insiste énormément. Ah non, si vous êtes inscrit chez Vocation CRPE, il n'y a pas besoin d'acheter de livres. Non, non, surtout pas. Nous, avec les vidéos qu'on vous donne, les PowerPoint qu'on vous envoie avec tous nos cours et voilà, les différents documents en votre possession, vous n'avez pas besoin de vous rajouter des achats de livres. Voilà. Je vous invite aussi à connaître quelques éléments sur le développement de l'enfant, les usages du numérique, les grandes notions liées à la pédagogie. Donc, nous, on a des cours en replay là-dessus parce que c'est des éléments dont vous pouvez avoir besoin soit pour les oraux ou sur les usages du numérique, par exemple. Je vous invite vraiment à connaître ce qui se fait en classe avec le numérique parce que ça peut être une vraie plus-value dans votre séance ou dans votre séquence d'apprentissage de proposer un élément numérique. Voilà, je vais avoir un emploi de temps pas trop chargé, mais régulier, avec des pauses, alterner les matières pour rendre les révisions plus agréables, se faire des penses bêtes et surtout des cartes mentales dont je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous invite également à vous entraîner à l'écrit en temps imparti, surtout si vous commencez maintenant. N'allez pas passer 5 heures sur une épreuve écrite alors que normalement c'est 3 heures. Faites 3 heures. Voilà, parce que le jour du concours, vous n'aurez que 3 heures. Et ensuite, vous vous dites, voilà, je me suis arrêtée là au bout de 3 heures. Et ensuite, vous complétez avec une autre couleur. Nous, c'est ce qu'on demande aux candidats de faire chez Vocation CRPE. Comme ça, vous voyez vraiment votre évolution et là où vous en êtes. Un rythme régulier de travail, vous reposer, croire en vous, vous soutenir les uns les autres. Chez Vocation CRPE, c'est vrai que les candidats se soutiennent régulièrement par les différents groupes. Tous ces conseils, ça marche parce que chez nous, on a quand même eu 93% d'admissibles l'année dernière et 78% d'admis. Donc, on est très fiers de ce résultat. Croyez en vous, c'est un très beau projet, c'est un métier qui a du sens, c'est gratifiant. N'écoutez pas trop les informations qui parfois peuvent dire du mal. Moi, j'y crois encore et je suis une vraie fervente de ce métier d'enseignant qui est très important. Je pense que j'ai beaucoup parlé de tout ce que propose Vocation CRPE, des cours de remise à niveau, les concours blancs, les devoirs à rendre. Je ne sais pas si Mélina, toi, tu veux aborder ces éléments-là. Je pense que tu les as très bien Oui, abordés en fait, donc on va peut-être pas oui, surcharger. Effectivement, l'attention sélective, à un moment, ça se surcharge un petit voilà. peu. Donc on va peut-être pas rajouter une couche sur cette slide. Celle-là non plus, je pense que tu es vraiment bien rentré dans le détail, Oui, si ce n'est peut-être le coaching post-admission, donc c'est-à-dire que l'accompagnement continue une fois que vous avez eu le concours et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et si tu veux bien passer à la dernière slide, peut-être pour faire un point sur le financement, en sachant que ce que je voulais vous dire, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, particulièrement ce soir et de manière générale, et que vous n'avez pas forcément le budget nécessaire pour vous inscrire à une préparation qui forcément est onéreuse quand on a des professeurs de qualité comme Cassandre et un accompagnement suivi individualisé. Du coup, je voulais vous tenir informé du fait qu'on lance une offre étudiant spécialement pensé pour vous avec vraiment un tarif adapté à hauteur de 1 000 € au lieu de 1 750 €. Donc ça, ce sera valable vraiment jusque fin décembre pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire et qui n'ont pas les moyens de le faire au taux plein de la préparation. Donc si vous le souhaitez, c'est le moment d'en profiter. Ça n'arrivera pas tous les 4 matins une préparation complète à ce tarif-là. Et pour les dernières personnes qui souhaiteraient s'inscrire, on propose également une réduction de 200 € sur la préparation accélérée. Donc, si vous avez un peu de CPF ou que vous êtes en autofinancement et que vous travaillez à côté, c'est également le moment de vous inscrire sur la dernière ligne droite. On va prendre des questions, surtout, effectivement. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, que ce soit sur le contenu de la préparation, même si on est pas mal rentré dans le détail, ou sur le financement. Je suppose que vous allez être plusieurs à aller regarder le match dans une vingtaine de minutes, mais si on peut prendre quelques questions avant de finir ce live, c'est le moment.
Et après, sinon, on reste bien sûr disponible au numéro de téléphone qui est affiché. C'est le standard. Vous tomberez sur ma collègue Lucie, sur moi-même ou sur notre tout nouveau collègue Frédéric, qui se fera un plaisir également de répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire un email ou prendre un rendez-vous sur le lien que je vous avais envoyé, en sachant que j'ai oublié de le préciser, mais c'est marqué sur la slide, bien sûr, pour les personnes qui ne pourraient pas financer l'intégralité de la préparation et qui ne sont pas étudiantes, vous pouvez bien sûr profiter du programme Égalité des chances qui est sans engagement. Donc, n'hésitez pas à monter un petit programme si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier. Effectivement, Marie. Alors, Cyril, la certification, est-ce que Cassandre, tu veux répondre sur l'aspect pédagogique de la certification? Alors, je vais peut-être commencer, tu complètes, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un niveau d'excellence en langue française, ce qui est bien sûr un prérequis pour être professeur des écoles. La certification a également l'avantage de nous conférer un caractère certifiant et du coup de permettre aux personnes qui ont du CPF de financer une partie de la préparation. Et en gros, au niveau pédagogique, c'est une matière de vous remettre à niveau. C'est une manière de vous remettre à niveau. Ça commence par un test et ensuite, ça vous aide à vous remettre à niveau sur tout ce qui est langue française. Alors, Ghislaine, votre question concernant les demandeurs d'emploi, je suppose que vous voulez savoir si Pôle emploi finance. Ça dépend des conseillers, des conseillères et des agences Pôle emploi. Donc, du coup, je vous invite à vous rapprocher de votre agence pour savoir ce qu'il est possible de faire, en sachant que ce sont des financements qui sont longs, qui ne sont pas automatiques, qui peuvent parfois prendre du temps. Du coup, je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu compromis pour 2023, mais je vous invite quand même à tenter le cas échéant si vous avez un contact fluide avec la personne qui s'occupe de vous. Si jamais vous avez un retour négatif, vous êtes fixé. Oui, bien sûr. Surtout si je peux compléter, on a des préparations sur 2 ans, je crois. Donc, oui, exactement, tout à fait, c'est vrai. Je pars du principe que tout le monde passe en 2023, mais si jamais vous passez sur 2024, tout à fait, il y a la préparation sur 2 ans. Et là, dans ce cas-là, vous êtes largement dans les temps pour essayer d'obtenir un financement de la part de Pôle emploi, en sachant que si jamais ça n'aboutit pas, le programme Égalité des chances est là notamment pour les demandeurs d'emploi qui n'auraient pas pu obtenir de financement de la part de Pôle emploi pour compenser un petit peu cette absence de financement et vous permettre de vous inscrire à hauteur de vos moyens. Écoutez, si, la question de mon... Alors, la préparation que vous avez choisie, Lisa, est une préparation sur 1 an. Néanmoins, si jamais vous n'aviez pas le concours, on va faire en sorte que vous ne soyez pas confronté à cette situation, mais vous pourrez vous réinscrire si vous le souhaitez avec une réduction spéciale pour les anciens élèves qui est à hauteur de 50%. Donc, le cas échéant, on verra, mais vous pourrez bien sûr vous réinscrire dans des conditions tarifaires privilégiées. J'entends déjà les vouvouzela dans la rue. Du coup, je pense qu'on va arrêter pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été bon courage. Merci Cassandre et passez une très très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Voilà, à bientôt et vive la France. Bonne soirée. Et le Maroc aussi. Au revoir.